yoka dolo belayo likambo oyo Kongo elingaka te osi opandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande okosambwa Polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monda kese ya biozali mobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. BioEbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambungu na ngai epa ya oncle Chimvundu leki ya maman na ngai.
Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est 15 000 $, mais bah yebi singa place moko beza moins cher. Bon, yo le baki nini? C'est le perruque. Moi, ils ont mouké, nazo bakisalo misato. Moi, je suis tonton Chifundu, papa Chifundu, oncle Chifundu. Yo le baki nini? 2005. Mouké, ils ont mouké. Na obeto mata. Nazongi Kisasa, ndako emonana te. Ata terrain ya pamba na mona te. Noko Chimfundu ameli ngai ngo. Alors tango kanda emati ngai pene nakangisa Noko Chimfundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilière. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sele ou commis propriétaire. Nkolo Lupango. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonio Sofogola na Maboko, Nkolo Lupango. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435-243-2318. Laissez votre nom et adresse, combien de bouteilles, cartons, palettes. Merci pour supporter la campagne de père et de mère en la faveur de la loi Tchani. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes de retour lundi 10 juillet 2023. Bon début de semaine à tout le monde et merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui intitulé c'est une révélation. D'abord, nous allons vous faire de révélations sur les sujets qui fait débat. Il s'agit de l'enlèvement ou le kidnapping des Congolaises et Congolais à Kinshasa, la police complice. Nous nous posons des questions et nous allons vous présenter des éléments. Si, oui, la police est complice dans ce qui se passe à Kinshasa. On se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut prendre un taxi, voiture? Est-ce qu'il faut prendre un taxi moto? Ou il faut avoir des ailes peut-être pour se déplacer d'un coin à un autre? Beaucoup d'interrogations, les Congolais se posent beaucoup de questions. Et nous sommes là, nous, les lanceurs d'alerte, pour vous montrer peut-être un chemin et vous analyser la situation de manière froide. On n'a pas souhaité aborder cette question pendant que les nerfs se surchauffaient. On a souhaité prendre un temps, fouiller et comprendre comment la situation se passe sur terrain. Je pense que vous serez édifiés aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Comme toujours, merci de partager l'émission, merci de liker l'émission. Nous allons en parler aujourd'hui avec beaucoup de preuves, beaucoup d'autres réalités. Et à la fin, tout le monde va conclure qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Est-ce que notre police est dans ce qui se passe là-bas? Puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des analyses, d'autres accusés peut-être la police sans preuve, d'autres accusés le gouvernement sans preuve. Nous souhaitons, moi je souhaite vous amener aujourd'hui dans une analyse profonde de la situation, mais avec des preuves aussi. Merci et bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo et dans ces nouveaux numéros, je pense que vous serez encore contents de voir comment les numéros vont se passer aujourd'hui, mais je voudrais encore, une fois de plus, vous annoncer que l'actualité, ce n'est pas seulement ça. L'actualité, c'est la confirmation du jugement de Matata Mponyo qui a été convoqué. Je pense qu'il va se présenter demain, au courant de la semaine. Je vais vous montrer son mandat d'amener, mandat de comparution. Matata Mponyo va comparaître, enfin, il va comparaître. On va voir, est-ce que cette comparution va empêcher Matata Mponyo de ne pas se préparer à l'élection du 20 décembre 2023? On va se poser des questions. Aussi, l'actualité, c'est cette sortie du président de la République
à travers Madame la porte-parole Tina Salama, cette sortie médiatique du président de la République provoque beaucoup de réactions, surtout au niveau de l'Occident, par d'autres médias, par de médias internationaux, qui pensent que le président de la République a commis une erreur. Il ne pouvait pas sortir de cette manière-là. Alors, nous allons aborder toutes ces questions aujourd'hui. Nous allons vous donner notre version avec des preuves comme toujours. Et c'est comme ça que nous allons terminer notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous faire confiance et c'est votre émission qui commence. Alors, quand je dis nous, je ne suis pas seul. Je vais co-animer cette émission avec Eric Mwamba, que vous connaissez très bien. Vous nous l'avez recommandé. Honoré, est-ce qu'Eric peut encore être de retour? Eric Mwamba est avec nous dans ces nouveaux numéros. Eric Mwamba, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros du juillet 2023. Comment allez-vous? Bonjour Ashka, bonjour à tous nos partenaires, nos téléspectateurs sans lesquels cette émission n'aura pas de sens. Je me porte bien. Effectivement, comment se porte le Grand Journal? Le Grand Journal se porte très bien. Nous sommes toujours au rendez-vous avec l'histoire par notre manière de traiter l'information. Le temps finit toujours par nous donner raison. D'accord. Content de vous recevoir dans cette émission, Eric Mwamba, aujourd'hui. Je pense que vous avez suivi tous les sujets que nous avons alignés aujourd'hui pour nos téléspectateurs qui nous font confiance. Nous voulons leur amener une analyse beaucoup plus fouillée par rapport à ces questions qui alimentent les débats depuis le week-end et même cette semaine. Nous allons commencer par le premier sujet. Il s'agit de l'affaire kidnapping des Congolais à Kinshasa. Eric Mwamba, vous êtes journaliste d'investigation, je le rappelle, et vous êtes basé en Australie, éditeur du grand journal qu'on appelle Grand Journal CD.com. Si nos téléspectateurs veulent vous lire sur Internet, c'est grandjournalcd.com, c'est ça? Exact. D'accord. Alors, vous avez abordé la question de kidnapping à Kinshasa. Et c'est dans ces journaux, vous avez enquêté sur la question depuis 2019. Je voudrais montrer quelque chose à nos téléspectateurs. Vous avez enquêté sur la question depuis 2019 et vous avez dit ceci, si je ne me trompe pas. Voilà. Je vais chercher votre article tout à l'heure. Vous avez enquêté et vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa la semaine dernière. Et dans votre enquête de cette semaine, vous accusez la police. Votre conclusion tend dans le sens de condamner la police qui serait en train d'entretenir ces climats de peur dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à faire cette conclusion accusant la police dans votre enquête? Oui, HK, j'espère que nos téléspectateurs s'habituent déjà avec la manière de travailler du Grand Journal. Ouais. Nous travaillons sur des phénomènes qui bloquent le développement de la population de manière systématique, de manière permanente. Et nous avons publié un grand dossier sur le sujet des kidnappings dans le Ketch le 4 novembre 2019. Je précise que notre journal est en ligne, mais nous avons aussi beaucoup d'enquêtes exclusives qui ne sont pas en ligne, que nous avons publiées en version imprimée, qui sont aussi en version électronique, que les téléspectateurs ou soit n'importe quelle personne qui désire les avoir peut nous envoyer tout simplement un message à travers HK Today ou bien à travers le numéro que j'ai donné la fois dernière. Nous pouvons leur envoyer nos dossiers. Et pour ces dossiers publiés le 4 novembre 2019, les dossiers étaient publiés à Kinshasa. Je pense que vous avez aussi... ouais, j'ai la copie. Les téléspectateurs peuvent voir. C'était un numéro spécial où nous avons posé la question de savoir si la police n'était pas complice. Et pour nous, la réponse, parce que la police est effectivement complice, je vais le démontrer tout de suite, mais
il faut d'abord préciser quelles sont les missions de la police nationale congolaise. La police nationale congolaise, il y a des subdivisions au sein de la police nationale congolaise, dont les plus importantes sont la police administrative. C'est la police administrative qui organise les opérations de maintien et l'ordre public chaque jour pour permettre aux populations d'évacuer librement à leurs occupations. Mais il y a une mission très importante de la police, c'est la police judiciaire. Et quel est le rôle de la police judiciaire? La police judiciaire, en effet, est chargée de rechercher les infractions, rassembler les preuves à ces infractions, poursuivre les auteurs, donc poursuivre les auteurs de ces infractions et les déférer devant l'organe de la loi. L'organe de la loi, c'est ce qu'on appelle le parquet, ou bien le ministère public. Donc, j'insiste sur ça, puisqu'on ne demande pas à la police de rester assise, ou bien aux policiers de rester assise, puisque dans cette police judiciaire, il y a des officiers de police, des OPJ, ce qu'on appelle les OPJ, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, à compétence générale, qui ont reçu le mandat de par la Constitution de rechercher les infractions sur l'ensemble du territoire national. Rechercher. Pas être assise et puis attendre. Rechercher les infractions. Rechercher les preuves. Une fois que vous avez ces infractions, vous les avez identifiées, vous devez, en tant que police judiciaire, rassembler les preuves, poursuivre les auteurs des infractions et les amener devant le parquet, devant l'organe de la loi. Mais dans cette enquête, pourquoi nous avons dit que la police était complice? Tout simplement puisque nous avons constaté que, d'abord, nous, la plupart des victimes, donc nous avons rencontré plusieurs victimes. Ceux qui voudront vont nous contacter, nous allons leur envoyer les dossiers. Et toutes les victimes, surtout à l'époque, c'était plus les jeunes femmes, donc les étudiantes, les femmes, etc. La plupart des victimes qui étaient dépouillées, il y en a d'autres qui étaient même violées. Et lorsque les victimes se rendaient à la police, il y a la responsabilité de rechercher les infractions, mais lorsque les victimes se rendaient elles-mêmes à la police, qu'est-ce qui s'est passé? La police, lorsque la victime de kidnapping arrive, puisque vous avez vu tous le mode opératoire, après avoir dépouillé la personne, ils vont jeter la personne quelque part. Et la personne se débrouille en détresse. Tout est parti, l'argent, les téléphones, parfois les chaussures. Nous avons interviewé plusieurs jeunes filles qui avaient perdu les chaussures, donc se retrouvent pieds nus. Si tu as un joli vêtement, on les prend, les coiffures, etc. Alors, comment la police traite les victimes? Quand vous arrivez, la première chose pour déposer la plainte, la police vous demande d'abord d'acheter le papier. Et le papier, à l'époque, au moment où nous avons fait cette enquête, coûtait 2000 francs à l'époque. Ensuite, lorsque vous achetez le papier, vous écrivez votre plainte sur place, il vous demande encore de payer 2000 francs pour vous faire l'accusé de réception. Je parle des faits, ce qui se passe dans le poste de la police. Et lorsque vous payez 2000 francs, ils vous accusent de réception de votre plainte, ils vous exigent de payer 20 $ pour l'ouverture du dossier. Ensuite, ils vous demandent de payer 10 000 francs pour identifier l'adresse et le nom du propriétaire du véhicule, puisque souvent, ces kidnappings se font dans des véhicules tels que tout le monde l'a vu. Ensuite, ils vous demandent de payer 10 $. Donc, vous allez faire le calcul vous-même. Vous demandez de payer 10 $ pour identifier les photos des criminels, puisqu'il y a une base de données des criminels dans le bureau de la police. Alors, la police, pour vous sortir, vous permettre de vérifier si votre bourreau, si votre kidnappeur se trouve sur les photos, vous devez payer 10 $. Et là, il s'agit d'une personne
Qui vient d'être dépouillé de tout. On a tout pris. Oui, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, pour identifier les criminels, ils vous demandent... Non, vous avez payé $10 pour l'identification du criminel, oui. Oui, pour identifier la photo. Si vous voyez la photo du criminel, il vous demande, puisque ces criminels sont souvent des repris de la justice, tel qu'on l'a vu, il vous demande de payer $100 pour qu'on imprime cette photo et qu'on l'annexe à votre dossier. Vous voyez, la liste est très, très, très longue. Et là, il s'agit d'une personne traumatisée, une personne battue, à qui on a tout dépouillé. Parfois, il y a des filles qui ont été violées et qui se retrouvent dans cette situation où la police, en principe, devrait leur apporter le confort moral d'abord. Oui. Et dans ces enquêtes, nous avons reçu certaines victimes qui ont vécu à l'étranger et qui ont, par exemple, comme nous le savons dans le pays organisé, où lorsqu'il y a ce genre de situations ou même des simples cas de vol, la police arrive, puisque vous ne devez pas payer pour déposer des plaintes à la police. Et ailleurs, dès que la police arrive, vous ne dépenserez rien, vous ne ferez rien. C'est la police qui prend le contrôle de la situation pour suivre tous les processus. Donc, vous êtes là, vous dites, c'est la police qui travaille maintenant en lieu et à votre place, en fait. Alors, mais est-ce qu'on se pose la question avec toutes ces dépenses que la personne doit faire dans un commissariat? Est-ce qu'il y a espoir de trouver une solution? Et cela vous amène à dire que la police est complice dans ce qui se passe. Oui, puisque nous, quand nous avons fait notre enquête, par exemple, nous avons tous nos journaux, puisque ça, c'est aussi un détail important. Tous nos journaux sont déposés à la police. Et la police a une direction de communication qui reçoit tous les journaux. La presse constitue une source ouverte. Nous sommes, en tant que presse, parmi les sources de renseignements. Donc, comme d'autres services spécialisés de renseignements, mais la seule différence est que nous, en tant que presse, nous sommes une source de renseignements ouverte qui est aussi utilisable par les services de renseignement, oui, les services de renseignement et les institutions de l'État. Alors, dans cette enquête, nous avons aussi constaté que la plupart des victimes démontraient clairement qu'il y avait des officiers de la police qui opéraient et qui étaient même non seulement propriétaires de ces véhicules, mais aussi, soit ils sont propriétaires de ces véhicules, soit ils étaient des conducteurs de ces véhicules au moment de la commission de ces infractions. Et vu que les personnes étaient chaque fois arrêtées et libérées alors qu'elles avaient commis des infractions graves, nous avons conclu que la police était complice puisque l'instruction judiciaire, dans le cas d'espèce, commence par la police, qui est un service auxiliaire de la justice. La police constitue ce qu'on appelle dans la procédure judiciaire les yeux et les oreilles du parquet. Ouais. Donc, si au niveau de la police déjà il y a complaisance, c'est clair que la procédure sera biaisée. Et nous, à l'époque où nous avons mené cette enquête, nous avons considéré que les généraux Kassongo, aujourd'hui, je peux le dire sans froid aux yeux que le problème aujourd'hui, c'est les généraux Kassongo. Il faut que le président de la République ait le courage de démettre les généraux Kassongo, puisque les généraux Kassongo, c'est très habitué avec ces réseaux mafieux. Vous savez, quand un officier comme ça ne doit pas rester pendant plusieurs années au même poste, puisqu'ils ont réussi à mettre en place des réseaux. Ça, ce sont ce qu'on appelle en criminologie des bandes organisées qui opèrent en toute impunité avec la complicité, avec la participation de la police, et ils ont leurs propres magistrats, ils ont leurs propres avocats qui travaillent avec eux. C'est pour cela cette situation perdure aujourd'hui. Mais en attendant que tu puisses rebondir, Ashka, je veux dire un mot sur le contexte dans lequel ce procès se déroule. Eric, ce que tu dis est très important. Je me rappelle, il y a une fois sur Boulevard, un général d'armée
4 étoiles, je pense que tu te rappelles de la situation. 3 étoiles, il était en train de discuter, il était bien encadré par ses gardes du corps. En face du bureau du Grand Journal à Kinshasa. En face du bureau du Grand Journal. Un général d'armée, au téléphone, il y a ces malfrats qui arrivent et qui arrachent le téléphone du général, entouré de gardes du corps. Tu peux poursuivre, tu peux terminer cette histoire. Oui. Et c'était avec toi à Kinshasa, HK, on était juste au bureau du Grand Journal. On est sorti juste pour prendre de l'air dehors et nous étions témoins de cette affaire. C'est en face de galerie présidentielle. Le général était entouré. C'est un général de l'armée, même pas de la police, qui était entouré de ses gardes du corps, de son cortège. Quand un malfrat, et il était en tenue, s'il vous plaît, avec ses galons, quand un malfrat est venu, il lui a ravi le téléphone. Dans les minutes qui suivaient seulement, le général a appelé et les voleurs sautent les séparateurs qui sont là et il s'en va. Il disparaît dans la... Et les voleurs disparaissent dans la nature. Mais quelques minutes seulement, le général a interpellé, puisque là, il y a une patrouille militaire, il y a une patrouille de la police. Juste devant, pour les gens qui connaissent Kinshasa, juste devant les bâtiments, les deux immeubles des galeries présidentielles, il y a une patrouille de la police et la patrouille de la police était là. Le général a seulement traversé, puisque le général se trouvait de l'autre côté, le général a traversé le boulevard du 30 juin, il a vu le commandant de la police en faction, il lui a expliqué la situation et le commandant lui a dit « Mon général, ne vous inquiétez pas, on va retrouver le téléphone dans quelques minutes. » Et directement, l'officier de la police a mis en mouvement ces hommes et le téléphone a été retrouvé. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec ces criminels. Ils savent leur mode opératoire. Il suffit seulement de dire au chef des bandes, comme c'était le cas, on a dit au chef de la bande, de récupérer le téléphone du général et ça n'a pas fait 30 minutes. Donc, dans vos conclusions, vous dites que la police fait partie des chefs de bande. Alors, Général Kassongo, que vous incriminez ici, s'est exprimé, il rejette tout et il y a eu aussi des accusations du genre on est en train de trafiquer des organes humains et il est totalement contre cette affirmation. Je vous invite à les suivre dans cet extrait et je reviens à vous. Est-ce que le processus... les alliés barimés, tous à la veille élection, chaque fois la veille élection, à la prochaine élection, barimés les alliés. Souvenez-vous, en 2018, quand on a élection, on a dit que nous sommes aussi au marché d'Asika. La machette, chaque machette, c'est que la élection va comprendre l'autre. On a dit que la machette, c'est encore il y a vente à Baroukane, et ça m'a mal au côté. Jusqu'à présent, biso police, tout le monde est biso, tout le monde est conforme tout le monde. Tout le monde est mérité, tout le monde est seul, tout le monde est seul. Jusqu'à présent, tout le monde était monté, bombier, bien monté, ticket bébé, ça, moi, organe, moi, nous sommes été dans un moment, exact. Au bien, l'hôpital, moi, son mot, pas là. Tchaki moto azangi moi tene moko nzoto na exact ou bien famille moko yeko réclamer exact tombe ko puna ba spécialiste en médecin babi processus sur les makasi ba ko ça ça demande de technicité makasi pour la colongarer il faut vraiment la technicité makasi na osa matériel makasi c'est vraiment ce qu'on il faut conserver ni wala si conservation tout ça ah, na ba hôpital na biso tona institution moko ezali na capacité wana te soki institution médicale na capacité wana siko moto kozwango pour valise wana ko conserver rein ou bien cœur parce qu'il faut les vivants il faut des soki ekofi ya tina te et puis ko battre là OK. Alors Eric Mwamba dans cet élément c'est un peu long le général Kassongo réfute toute implication de la police dans tout ce qui se raconte là. Est-ce que ce n'est pas une réponse à vous par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure?
Ici, il y a un aspect important qu'il faut relever, c'est-à-dire il s'agit encore d'une accusation très grave de trafic d'organes humains qui est précédé d'assassinat de la population. Ça, c'est une accusation grave pour laquelle, personnellement, en tant que journaliste d'investigation, j'aimerais insister sur l'importance de la preuve dans l'administration de la justice. Là, il faut que les témoins ou les victimes, si elles pensent ou ils pensent qu'ils sont muselés tels qu'on les voit, dans certains, développés par certains chroniqueurs ou certains détracteurs du régime, là, j'inviterai les victimes ou leurs familles ou les témoins à nous contacter, par exemple, au niveau des médias, puisque les médias constituent un contre-pouvoir. Donc, nous sommes le quatrième pouvoir. Notre rôle, c'est le rôle du journalisme, c'est un outil à la disposition de la population pour se poser de vraies questions et trouver de vraies réponses aux vrais problèmes auxquels la population fait face. Donc aujourd'hui, on ne peut pas conclure comme ça d'emblée qu'il y a trafic d'organes humains sans la preuve, puisque ça, ce sont des accusations très graves, puisque nous, les révélations contenues dans nos enquêtes sont des témoignages que nous avons recueillis auprès des victimes et nous avons des preuves de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'un journaliste peut être invité en justice ou soit par le parquet dans la procédure préjuridictionnelle pour témoigner, pour aider le parquet, pour aider la justice à faire bien son travail. Mais dans le cadre du trafic des organes humains, en tout cas, je ne pense pas qu'on sera à mesure de les démontrer. Les personnes qui peuvent aider, le général Kassongo dit bien qu'il n'y a pas de deuil. Alors, les personnes qui peuvent aider à cela, ce sont les familles des victimes, ou soit les témoins qui peuvent apporter des preuves sur ces faits graves. D'accord. Alors, pour ce qui est du volet implication de la police, cet élément, peut-être ça peut intéresser nos téléspectateurs qui nous suivent. Il y a des auteurs, les kidnappeurs, qui avouent avoir été en contact ou en communication avec certains agents de la police. Et ils confirment ici dans cet extrait. Je vous invite à suivre, peut-être vous allez placer un mot là-dessus. Ok. Et là, ils disent ça. bato bayibi bamilio batikali na kashor ngai noza conscient ke naza na eloko bomoni babien ekomi awa te ufana bino yani banquêteur bazwa mbongo pourcentage baza awa basalaka awa ma vérité tobomba bango te bango tozwa mbongo bana 16 millions na biso $30,000 bana babien bazwaki c'est la bien on a parlé il faut tant de vérité hein fana bango lelo bango ba sala iPhone ke bazwa iPhone ba olenga kambuka vous amila masanga na biso kende na bango nyonso de alors voilà mais bien peut que kandolo tu vas filmer Eric Mamba, je reviens à vous. Je reviens à vous par rapport à cet élément. Quand même, ça vous donne une idée de ce que nous sommes en train de dire. Ils disent que ceux-là qui nous envoient, ils sont ici. Nous allons les dénoncer. Et donc, ça montre exactement que certains agents, inspecteurs de la police, travaillent en connivence avec cette bande. C'est impossible que ce genre de bandes organisées puissent opérer dans une ville comme Kinshasa s'il n'y a pas la complicité de la police. C'est quasi impossible. Ça n'a aucun sens. Donc, sans la participation de la police, ils ne vont pas opérer, puisque
il y a des missions de patrouille. Parce que, comme j'ai dit, ça c'est très important puisque cette émission a un caractère pédagogique. C'est très important que ceux qui nous suivent comprennent les missions de la police nationale, c'est-à-dire la police administrative, qui maintient l'ordre public et qui le rétablit en cas d'émeute ou en cas comme on le voit par exemple lorsqu'il y a des casses, etc. Donc la police rétablit l'ordre, on appelle ça MROP, donc maintien et rétablissement de l'ordre public. Ça, c'est quelque chose que la police fait chaque jour à travers la police administrative et la police judiciaire. J'insiste, c'est très important, la police judiciaire recherche les infractions. On ne dit pas constate, on ne dit pas observe, on dit recherche les infractions. C'est écrit dans la Constitution, donc c'est quasi impossible que ces genres de crimes, ces genres d'infractions se commettent dans une ville si la police ne fait pas partie du dispositif criminel. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que même si on n'a pas la volonté de démettre le général Kassongo, moi je demande qu'on démette le général Kassongo, mais même si on n'a pas la volonté de démettre le général Kassongo, on peut ne fût-ce qu'à titre conservatoire le suspendre, puisqu'il y a aussi des sanctions administratives. Le ministre de l'Intérieur a la possibilité, donc, qui est de surcroît un avocat, Peter Kazadi, a la possibilité de suspendre d'abord le général Kassongo, le chef de la police, pour permettre à l'enquête de se dérouler, puisque c'est vrai que les criminels ont été condamnés en procédure d'urgence, mais est-ce que le problème est terminé? Le fait que le général Kassongo est en fonction, est à son poste, il n'est pas sanctionné, même de manière administrative, même de manière conservatoire, ça va permettre de raviver les réseaux. Il faut suspendre le général Kassongo, ou soit les démettre si on veut connaître la vérité dans cette affaire. Je ne vois pas pourquoi on doit garder le général Kassongo qui a fait des années et des années. Vous voyez, même sur le plan physique, il est fatigué. Il est fatigué. On ne peut pas avoir comme ça le numéro 1 de la police qui vous voyez, même sur le plan physique avec son ventre. Donc, il n'est plus à mesure de fonctionner. Espérons que cela peut-être pourra faire l'objet d'une suspension ou je ne sais pas ce que son superviseur, qui est le ministre de l'Intérieur, pourra prendre comme décision. Mais ce procès, malgré tout ça, il y a eu quand même procès et il y a eu des condamnations. La plupart, donc la quasi-totalité de ces kidnappeurs ont été condamnés à mort. Et, et par rapport à cette décision, les téléspectateurs aussi se posent des questions. La condamnation à mort, la peine de mort en RDC, ça n'existe pas presque. Est-ce que, trouvent-ils, ils se disent, est-ce que c'est du sérieux ce procès et la peine capitale qui n'a jamais été exécutée, et en même temps, ces gens qui sont en prison, ce n'est pas leur premier forfait, ils ont été en prison, ils sont condamnés à 10 ans, 20 ans, ils sont à l'extérieur. Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème quelque part? Qu'est-ce qui va concrètement se passer? On ne va pas exécuter la peine de mort et on risque encore de voir ces personnes à l'extérieur. Bon, quand on regarde même la forme, hein, les conditions dans lesquelles le procès a été organisé, on voit bien une certaine complaisance, on voit bien une certaine complicité, puisque quand vous regardez les criminels qui étaient poursuivis pour des faits graves, et ils étaient à l'aise, ils faisaient même des blagues, ils rigolaient avec les magistrats. Donc c'est clair qu'ils sont rassurés que c'est du théâtre, on va les mettre en prison et puis on va les sortir, puisque la plupart sont des repris de la justice. Donc c'est clair que ces procès, c'est du théâtre. Mais moi, je me pose la question de savoir si ces procès n'est pas instrumentalisé pour une raison autre que la raison de répression, de sécurisation et d'administration de la justice, puisque HK, ces procès interviennent dans le contexte de l'organisation des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Et avant même que ces procès ne se déroulent, avant que ces gens ne soient arrêtés, les grands pays
de la francophonie ont boycotté, ils ont fait des annonces pour boycotter les Jeux de la francophonie. Exactement. À Kinshasa. Exactement. Oui, allez-y, terminez. Oui, les grands pays de la francophonie sont la France, le Canada et la Belgique. Ce sont les grands pays de la francophonie du point de vue économique et du point de vue même la France, qui est le propriétaire de la langue française. Et même si les directeurs nationaux des Jeux de la francophonie essayent de minimiser, mais c'est grave. C'est grave puisque, en fait, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise, a réussi à influencer la France, le Canada et la Belgique à boycotter les Jeux. Nous, en son temps, dans cette émission même, on avait demandé... On avait parlé de ça, puisque le Canada évoque aujourd'hui comme raison, le Canada a pu lire les rapports de la francophonie qui lui a permis de prendre la décision de boycotter les Jeux à Kinshasa. Exactement. Et donc, la France... Le Rwanda a réussi son coup. Oui, et le Rwanda a tenté de faire annuler ces Jeux, même de les délocaliser pour les organiser au Rwanda. Et vu la position ambiguë de la France par rapport à la situation d'agression en RDC, du Rwanda contre la RDC, nous avons demandé, personnellement, le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, c'est un ami, je peux dire que c'est un grand frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et aujourd'hui, lui, il a même personnalisé, il a considéré que j'étais contre lui. Donc, en fait, nous, on avait demandé à l'époque que ces Jeux soient annulés et la RDC serait sortie agrandie. Si la RDC avait pris l'initiative de boycotter les Jeux, la RDC serait sortie réagrandie. Voilà qu'aujourd'hui, le Rwanda, à travers Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, a réussi à faire boycotter les Jeux par les grands pays de la francophonie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout simplement, tout au long du processus de ces Jeux, les médias français, ils ont boycotté la promotion, de faire la promotion des Jeux pour Kinshasa, alors que ça doit se faire selon les normes dans une année qui précède les Jeux. Proprement dit. Les médias de ces pays, la France, le Canada, la Belgique, qui sont des partenaires des Jeux de la francophonie, qui sont des partenaires de l'Organisation internationale de la francophonie, n'ont pas accompagné le processus des Jeux. C'était un signe avant-coureur qu'en dernière minute, ils vont boycotter. Les personnes qui sont chargées d'organiser ces Jeux ont dit qu'il faut organiser les Jeux pour doter le pays des infrastructures. Quand le président de la République avait commencé la réfection des auditoires, quand le président avait commencé les travaux de réflexion dans les différentes universités, il ne les faisait pas dans le cadre des Jeux de la francophonie. On n'a pas besoin des Jeux de la francophonie pour doter le pays des infrastructures. Ça n'a pas de sens alors. Oui, construire les infrastructures relève du domaine régalien de l'État. L'État a une politique de la construction des infrastructures. On a la loi sur le sport qui détermine les différentes catégories de sports en RDC. La loi qui était initiée par Kabongo Ngoyi, l'ancien footballeur qui était devenu député, c'est lui c'est lui l'auteur de cette loi. Et cette loi aujourd'hui n'est appliquée qu'à moins de 30%. Et cette loi prévoit les conditions dans lesquelles on doit construire les infrastructures pour les sports amateurs. Par exemple, les écoles d'éducation physique, comment il faut construire les infrastructures, les stades de football, les stades de différentes disciplines sportives sur l'ensemble du territoire national. On n'a pas besoin des Jeux de la francophonie. J'ai vu même la conseillère du chef de l'État qui s'appelle Chantal Molopo qui se pavane sur les réseaux sociaux en disant que non, elle a je ne sais pas moi, parrainé les Angos, c'est une danse africaine. Non, mais madame la conseillère,
C'est des gens dont le chef de l'État doit se débarrasser, puisqu'elles sont là, elles ne font rien, elles ne travaillent pas au quotidien, et puis elles passent sur les réseaux sociaux pour raconter leur vie. Alors maintenant, je comprends que tous les Congolais se sentent insultés par la France, puisque la France, avec sa machine France Média Monde, ce sont eux, c'est toute cette télévision et des radios qui ont boycotté la promotion d'abord de la ville de Kinshasa, la promotion de la RDC, où se passeront ces Jeux de la francophonie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la France, le Canada font partie aujourd'hui des pays qui ont boycotté, alors qu'il fallait peut-être des petits pays qui ne jouent pas un rôle important dans cette organisation. Est-ce que c'est une insulte pour les Congolais? Mais maintenant, est-ce qu'il faut en tirer des conséquences? Même si c'est tard, puisque nous l'avons demandé ici dans cette émission. Toi et moi, nous avons demandé au gouvernement de boycotter ces Jeux. Nous ne perdrons rien. Mais aujourd'hui, on y est. Tout ce que nous avions dit, aujourd'hui, ça s'est réalisé. Est-ce qu'on peut en tirer des conséquences? Quelles sont les conséquences éventuelles? Nous avons vu ce que Louise Mouchikouabou, appuyée par la France, ont fait. Nous avons vu la Belgique s'est retirée, la France s'est retirée, les Canada aussi s'est retiré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? En fait, le directeur national des Jeux de la francophonie, c'est un homme intelligent, Isidore Kwandia, qui lui-même a travaillé pour le gouvernement du Canada. Quand il essaye de minimiser en disant non, c'est le Québec, mais on sait tous que lorsqu'on parle de la francophonie, lorsqu'on parle du français au Canada, on parle du Québec. On ne parle pas de tout le Canada, puisque le Canada est un pays bilingue, donc le bilinguisme est consacré dans la Constitution du Canada. Vous avez la partie anglophone qu'on appelle l'Ontario et la partie francophone qui englobe le Québec, Montréal et j'ai oublié le nom du nom, le Brunswick. Alors, quand le directeur national des Jeux minimise en disant que non, mais écoutez, ce n'est pas le Canada, oui, c'est le Canada. Puisque oui, c'est le Canada francophone. Le français, c'est le Québec. Le français n'est pas parlé dans l'Ontario. Donc, il faut dire clairement que c'est le Canada qui a boycotté et non dire... que c'est le Canada volé côté francophone qui a boycotté. Et ça n'a pas de sens. Oui, puisque cette question, c'est une question transversale qui relève aussi, puisque les délégations canadiennes devraient se déplacer, c'est-à-dire il s'agit du ministère des Affaires étrangères du Canada, qui est un ministère de souveraineté. Puisqu'il y a des ministères de souveraineté qui couvrent la politique du Canada au niveau national. Et ça, c'est une décision du Canada. Et il ne faut pas essayer de tromper les gens, essayer de minimiser le problème en disant non, c'est le Québec. Ce n'est pas le Québec, c'est le Canada. Alors pourquoi et HK, c'est là où moi je me pose la question. Et dans ces contextes, il y a ces procès qui interviennent. Ces procès qui interviennent alors que ces pays ont évoqué des problèmes sécuritaires. Le président Emmanuel Macron était à Kinshasa il n'y a pas longtemps. Il n'a pas été victime de l'insécurité au Congo. Comment expliquer que l'OIF évoque la question de l'insécurité et des conditions sanitaires qui amènent ces pays à prendre des décisions, à boycotter les Jeux? C'est un problème diplomatique, tout simplement. C'est un problème politique. Ça n'a rien à voir avec les Jeux qui constituent un rendez-vous culturel et sportif en faveur, qui consacre les dialogues des cultures entre tous les jeunes. Il y a 88 pays et organisations internationales qui devraient participer. Quand vous parlez des médias, les médias de ces pays sont des services de propagande de leur ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est une politique bien organisée dès le début, puisque en principe, lorsque les Jeux de la francophonie, les téléspectateurs peuvent vérifier. La dernière édition des Jeux de la francophonie s'était déroulée en Côte d'Ivoire. Ils peuvent vérifier lorsque un pays organise les Jeux de la francophonie, ce pays est accompagné par ces médias tout le temps de l'organisation, et dans le cas de la RDC, ces médias n'ont rien dit, n'ont pas fait la promotion. Ça veut dire que c'était déjà clair que... et je précise aussi, je ne m'acharne pas sur le directeur national des Jeux de la francophonie, mais je parle de lui puisque c'est
c'est un homme vraiment aguerri puisqu'il a travaillé avec Madame Michaëlle Jean, qui était la secrétaire générale de l'OIF, qui a précédé, qui a d'ailleurs été chassée parce que la France voulait faire le cadeau au Rwanda en confiant la francophonie. Et je précise aussi bien que le Rwanda ne s'est pas enregistré pour participer au jeu, puisque le Rwanda qui dirige, comment voulez-vous que le Rwanda qui dirige l'OIF ne participe pas, puisque le Rwanda n'est pas enregistré, le Rwanda n'enverra pas les athlètes. Donc c'était déjà clair que ces jeux seront boycottés. Et ça, c'est une honte pour la République. Et pourquoi ces conseillers qui sont autour du chef et qui ont la charge d'organiser ces jeux n'ont pas donné tous ces conseils au chef pour dire, voyant ça, nous ne pouvons pas avancer, boycottons aussi, montrons que nous ne sommes pas disponibles de pouvoir accompagner la France, les Rwandais, les Canada dans leur gymnastique. Nous pouvons aussi nous retirer. Pourquoi ils s'accrochent à ça pour arriver jusqu'à une honte aussi à ce niveau, d'après vous? Puisque si vous mettez la population de la France, du Canada et de tous ces pays-là, ce que j'appelle les grands pays de la francophonie, si vous mettez leur population ensemble, elles sont inférieures, leur nombre est inférieur à la population de la RDC. C'est-à-dire que pour organiser des jeux, la RDC peut organiser les jeux nationaux. On n'a pas besoin des jeux de la francophonie. Maintenant que tout ceci est arrivé, à quelques jours de ces jeux, je pense que le gouvernement doit tirer les conséquences en prenant une Alors, décision. quelles sont ces conséquences éventuelles, d'après vous? Mais il faut annuler tout simplement, pur et simplement, puisqu'il faut... En diplomatie, il y a ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Le principe de la réciprocité, c'est-à-dire il faut être capable de réagir, de donner le coup lorsqu'on vous donne le coup. C'est un principe en diplomatie, c'est un principe en relations internationales. Le Rwanda a quitté la francophonie en 2008. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi de me dire dans quel bureau du Rwanda, dans l'administration, toi et moi, on se retrouve au Rwanda plusieurs fois. Je mets quiconque au défi de me dire dans quelle administration du Rwanda on parle français. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir la direction de ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Puisque même la question de l'insécurité évoquée par ces grands pays, entre guillemets ces grands pays, en 2022-2023, ce sont les 2 années qui ont presque marqué la politique étrangère de la RDC. Il y a eu l'arrivée de François Hollande. D'abord, François Hollande, Emmanuel Macron en 2023, Pape Jean-Paul, le pape François. Pape François, il y a eu les rois de la Belgique, qui est arrivé. Le président suisse, le président de la Confédération helvétique. Toutes les personnalités importantes du pays sont arrivées en RDC et il n'y a pas eu un cas signalé d'insécurité à Kinshasa. Et aujourd'hui, la France évoque les cas d'insécurité et même le Canada. Donc, moi, je pense peut-être, s'il faut que je me prononce à ce niveau-là, peut-être le gouvernement doit répondre en se retirant de la francophonie purement et simplement. On ne perd rien, HK. Si un petit pays comme le Gabon, et puis bon, l'exemple du Rwanda montre qu'on peut être à la fois membre de... puisque l'adhésion à des organisations internationales est libre. Tout comme aussi les retraits est libre. Donc on peut faire partie de plusieurs organisations. Le Cameroun est à la fois membre de la francophonie et du Commonwealth, puisque le Cameroun est un pays qui parle l'anglais dans sa partie nord et le français dans la partie sud. Donc, la RDC peut soit se retirer de la francophonie, ce qui va constituer un coup dur sur l'économie française, puisque je l'ai déjà dit dans cette émission, il y a ce qu'on appelle l'industrie culturelle, c'est-à-dire tous les manuels qui sont produits, tous les films qui sont, puisque les Français,
ils traduisent les films, par exemple, américains et autres qui sont en anglais et dans d'autres langues, l'espagnol, etc., en français. Et les consommateurs, nous sommes un déversoir de produits français qui ne nous apportent rien. Et le fait de supprimer j'en profite pour répondre à nos téléspectateurs qui demandent, par exemple, qu'on fasse l'émission en lingala. Moi, je suis partisan de la promotion de ce qu'on appelle en économie la préférence nationale. C'est-à-dire que moi, je suis pour la promotion de nos langues. Le lingala peut devenir une langue nationale, par exemple, qu'on peut étudier dans les écoles, et les autres langues, on les insère aussi comme des langues d'affaires, puisque dans le cas de la mondialisation et la globalisation, la RDC n'est pas en autarcie. Mais le peuple kabyle, par exemple, au Maroc, s'est battu pour la promotion de la langue kabyle. Aujourd'hui, la langue kabyle est considérée au Maroc comme la première langue du pays. Le lingala peut devenir la première langue du pays si nous décidons. C'est nous, le peuple, qui devons influencer la politique nationale. Si nous décidons, si nous nous mettons ensemble autour de causes. Les Français, et je dis bien que la France a beaucoup d'intérêt au Congo, et je l'insiste toujours dans cette émission. Vous avez leur compagnie de téléphonie cellulaire, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire leur publicité, qui a 20 millions d'abonnés au Congo, par exemple. Vous avez leur société qui exploite le pétrole. Vous avez leur société qui contrôle les logistiques, les télécommunications. Il faut ne serait-ce que prendre des mesures de rétorsion sur le plan économique pour infléchir la France. D'accord. Alors, merci beaucoup, Eric. Nous passons peut-être à autre chose. Maintenant, c'est cette sortie médiatique du président de la République, nous allons peut-être terminer par là, qui a fait beaucoup, en tout cas beaucoup de bruit. Vous avez suivi que le président de la République a fait une interview le week-end répondant aux questions de la population à travers son chargé de communication. Non, porte-parole, je m'excuse. Il s'agit ici de Madame Tina Salama. Donc, vous avez vu ici ça, vous pouvez voir ça ici, un moment. Voilà, le président de la République est là. Alors, maintenant, il y a un problème. J'ai suivi maintenant les débats au niveau de, comment dirais-je, au niveau de l'étranger. On critique ces débats. On dit que le président de la République s'est interrogé. Donc, il s'est interrogé. Il ne pouvait pas faire ça et il fallait que les journalistes les fassent. Est-ce que vous avez un commentaire par là? Bon, Ashka, moi j'aimerais d'abord saluer Madame Tina Salama, qui est d'abord une journaliste professionnelle avant de devenir porte-parole du président de la République. Ce n'est pas pour rien que le président l'a nommée à ce poste. Et vous avez vu dans la conclusion, le président lui-même a jeté des fleurs à Madame Tina Salama. Il s'agit d'une initiative de Madame Tina en tant que porte-parole du président de la République qui a permis qui a donné l'occasion aux Congolais d'envoyer leurs questions directes au président de la République. Il ne s'agissait pas d'une interview. Il ne s'agissait pas d'un entretien comme du genre traditionnel qu'on voit entre la presse. Très critiqué ce matin, notamment par Jeune Afrique, par Le Monde, par tous les médias français. Ils sont contre, ils disent que Tshisekedi s'est interrogé lui-même. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a quand même beaucoup innové en matière de communication politique. Rappelez-vous que lorsqu'il a lancé son programme de 100 jours, c'était sa première sortie médiatique après l'investiture. C'était au mois de mars 2019. Il a fait à l'échangeur de Limete, dans un quartier populaire, dans une zone populaire à Kinshasa, où il est allé communier avec la population. Au lieu de faire sa communication, par exemple, dans le format habituel, traditionnel, à travers, par exemple, la télévision nationale, le président avait donné le ton en allant à la rencontre de la population.
Et cette initiative de Mme Tina Salama s'inscrit dans le style communicationnel du président de la République qui a donné, ils ont recueilli plus de 100 000, ou bien environ 100 000 questions directes qui sont venues des Congolais. Donc les médias qui critiquent, je pense qu'ils ont tort, de critiquer. Il n'y a pas une seule forme, il n'y a pas un seul style de communication. Le président Tshisekedi est un communicateur aguerri. Donc, il est sur son terrain de prédilection. Quand la porte-parole lui a présenté ses projets, il a tout de suite validé. Et c'est comme ça qu'ils ont mis des formulaires en ligne et les Congolais ont envoyé des questions au chef de l'État. Moi, personnellement, je soutiens cette démarche. Et bon, la porte-parole n'en fait que compiler, puisque 100 000 questions, franchement, c'est beaucoup. Mais personnellement, je soutiens cet exercice qui permettrait, dans le cadre de la redevabilité, dans le cadre de transparence dans la gestion des affaires publiques, qu'il y ait ce genre d'initiatives qui se multiplient pour permettre aux citoyens de parler directement au chef de l'État. Et j'encourage les Congolais à poser des questions pertinentes, de profiter de ce genre de rendez-vous pour poser des questions pertinentes. Les médias étrangers français qui parlent n'ont pas des leçons à donner dans ces domaines. Alors, maintenant, pourquoi ça dérange? Pourquoi ça dérange cet exercice, question des Congolais, transmise par la porte-parole au président de la République? Question, répondez. Celui-ci a posé la question telle. Pourquoi ça dérange les médias français? Bon, ça dérange puisque le domaine de l'information a toujours été la chasse gardée de ces médias français, ces médias de propagande qui ont toujours obtenu des interviews exclusives à coût des billets de banque. Ça coûte excessivement cher. Peut-être ça aussi, hein? Oui, donc c'est un manque à gagner énorme si le président de la République établit un style de communication qui lui permet de communiquer directement avec la population, ou soit de passer par les médias nationaux. C'est ce que moi j'encourage, par exemple, que le président de la République soit l'ami des journalistes. Que lui, en tant que grand communicateur, qu'il soit le premier consommateur et le premier partenaire des médias congolais pour couper l'herbe sur les pieds de ces médias de propagande qui viennent avec leurs propres agendas au service de leur gouvernement, de leurs États, au détriment des intérêts du peuple congolais. Alors, maintenant, la question qui circule, qui nous revient de plus en plus, est la suivante. Le président de la République, on lui pose la question, est-ce que vous avez un regret, est-ce que vous avez un bémol à placer par rapport à votre bilan? Il dit que je ne suis pas satisfait de la justice de mon pays. Est-ce que vous, en tant qu'analyste, même les Congolais se posent des questions, pourquoi il n'est pas satisfait et qu'est-ce qu'il est appelé à faire dans ça? Il n'est pas satisfait, oui. Est-ce qu'on va s'arrêter sur la non-satisfaction ou il y a une autre étape, il y a autre chose à faire pour qu'il soit satisfait? Et il attend qui faire ce travail pour que lui soit satisfait? Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Comment vous avez accueilli cette déclaration du président de la République dans cette interview? Bon, la réforme de la justice est un impératif, puisque moi je considère que le président Félix Tshisekedi devrait se positionner comme le président des réformes, s'il veut marquer son mandat, s'il veut marquer l'histoire. Mais il faut contextualiser, puisqu'il faut savoir que moi, je peux faire une analyse comparée ou comparative, par exemple, entre la situation de la RDC, la Chine et l'Angola, par exemple. Lorsque le président Tchetung est décédé en 1976, il a été remplacé par Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping, qui était le dauphin de Mao et qui était membre du Parti communiste, a eu du mal à développer une nouvelle politique, une politique de rupture avec celle de
de Mao Tse-tung. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a les classiques du régime, il y a les habitudes, vous avez l'ensemble de l'administration. À l'époque, la Chine était un pays recroquevillé sur lui-même, et Deng Xiaoping a sorti une théorie qu'il a appelée « traverser la rivière en tâtant la pierre ». Et ça lui a pris 2 ans pour commencer à mettre en place ses propres réformes. Quand vous regardez le cas de l'Angola, par exemple, vous avez Lourenço, qui est aussi le dauphin d'Eduardo Santos. Ouais. En Angola, en principe, il fallait être président du MPLA pour être président de la République. Mais, oui, alors, Dos Santos, après autant d'années, qu'est-ce qu'il a fait en cédant aussi à la pression populaire? Il a cédé le pouvoir à son dauphin, le général à la retraite Lourenço, qui est membre du parti de Dos Santos, mais vous avez vu que Lourenço, ça lui a pris aussi 2 ans avant de commencer à faire les réformes. Ouais. Le message ici que je veux passer, c'est que le président Tshisekedi n'était pas le dauphin de l'ancien président. Ouais. Et quand vous regardez la situation politique en RDC, depuis les coups d'État de 1960, puisqu'il y a eu 2 coups d'État au Congo. Il y a eu d'abord, le Mobutu a essayé le premier coup d'État en septembre 1960 et le deuxième coup d'État le 24 novembre 1965. Depuis 7 ans, jusqu'à l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, le pouvoir était contrôlé par les militaires ou soit les guerrieros, le cas qu'on a connu de Laurent Désiré Kabila qui est venu avec les armées du Rwanda, de l'Ouganda, etc. et qui a été succédé par Joseph Kabila qui est aussi un ancien soldat. Alors, quand vous venez au pouvoir dans ces conditions, vous devez savoir comment vous positionnez pour commencer à faire les réformes. Et je pense que Tshisekedi, c'est un politicien très habile, très tacticien. Et il y va comme Deng Xiaoping. Il faut tâter les pierres. C'est-à-dire, il lance des messages. Donc, il dit qu'il n'est pas insensible, puisque quand le président dit qu'il est déçu de la justice, en fait, le président dit ce que la population congolaise dit. Mais est-ce qu'on va faire les réformes? Il fallait d'abord, vous savez, les conditions quand il a pris le pouvoir, avec les FCC cash, toutes les manettes du pouvoir étaient entre les mains de l'ancien système. Est-ce qu'il fallait multiplier les ennemis en chassant les magistrats, etc. Donc, on y va petit à petit. Et un dernier élément que je pourrais donner, c'est qu'ici, il y a un problème aussi du courage. Il faut changer la constitution de la RDC, puisque le mandat de 5 ans, une fois renouvelable, avec le principe de libertinage qu'on a au pays, ne permet pas à un président de faire des réformes, puisque à peine il a prêté serment, les contestations commencent. Vous savez, il y a des contestations, même aux États-Unis, il y a des contestations post-électorales. Ce qui fait que le président va consommer les 2 premières années en train de chercher à conquérir plus de légitimité, et il essaye de travailler la 3e année, la 4e année, c'est l'année électorale. Il n'a plus le temps de travailler. Moi, je pense qu'il faut changer la constitution de la RDC, peut-être pour faire un mandat de 10 ans, ou peut-être changer le la forme de l'État pour permettre au président, je ne parle pas du président Tshisekedi, mais je parle à tout président en place. Il lui faut suffisamment de temps dans un pays comme le Congo pour mettre en place des réformes. Et la réforme mère sera la réforme de la justice. Et surtout pour un pays comme la RDC. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous terminons. Alors, on est déjà presque arrivé à la fin de l'émission. Mais il y a un petit mot, peut-être vous allez dire un petit mot, par rapport à cette balai diplomatique de discussion, d'échange entre l'Afrique du Sud et la RDC. L'Afrique du Sud qui fait les yeux doux à la RDC pour son barrage d'Inga 3. Et aujourd'hui, un ouf de soulagement, les accords ont été conclus. C'est l'Afrique du Sud qui va piloter ce projet, non seulement pour l'intérêt de l'Afrique du Sud, mais aussi pour la France qui avait mandaté l'Afrique du Sud de venir voir Félix Tshisekedi et conclure ce marché. Et vous êtes contre dans vos analyses, vous dites
vous n'avez pas été content de cette discussion. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle conclusion, Eric Mwamba? Et nous allons terminer par là pour aujourd'hui. Oui, Ashka, il faut savoir qu'il y a 3 pays importants en Afrique qui devraient piloter le développement de l'Afrique. C'est la RDC, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ce sont des pays qui ont suffisamment de ressources, qui ont la population et qui ont l'étendue suffisante du territoire national. Et l'Afrique du Sud a un petit handicap, c'est le poids de l'apartheid, puisque c'est un pays que je connais aussi très bien pour avoir travaillé longtemps avec 2 grandes universités, l'université de KwaZulu-Natal et l'université de Wits à Djobourg, dans le cadre de notre réseau du journalisme d'investigation. Et l'Afrique du Sud a ces petits handicaps, le poids de l'apartheid. Le Nigeria a un petit handicap aussi, c'est les conflits des religions. Et le pays qui n'a pas vraiment de problème, à part les escarmouches auxquelles on assiste à l'Est et qui sont entretenus, c'est la RDC. C'est le pays qui dispose des ressources qui peuvent aider à développer l'ensemble du continent africain. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,460 milliard d'habitants. Ça constitue déjà un marché, c'est-à-dire que vous avez les territoires, vous avez les ressources, vous avez les consommateurs, la population. 1,460 millions de personnes, des consommateurs. Le projet INGA, l'Afrique du Sud n'a jamais été sincère. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud fait partie des bailleurs, des bailleurs dans le cadre du projet INGA. Si vous regardez dans les archives, vous verrez qu'il y a l'Afrique du Sud et il y a d'autres pays comme l'Espagne, la France, l'Union européenne, pour ne pas parler d'un pays en particulier. Il y a la Banque mondiale, il y a la Chine, etc. Mais pourquoi le projet INGA n'a jamais été exécuté? Tout simplement puisque l'Afrique du Sud n'est pas sincère. Rappelez-vous, HK, lorsque Laurent Désiré Kabila, pour prendre le pouvoir, il y a eu une négociation il y a eu la médiation de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a promis à Laurent Désiré Kabila qu'elle va rapatrier les avoirs du Zaïre en Afrique du Sud. Mais quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, après le départ du maréchal Mobutu, il a posé la question du rapatriement des avoirs. Pourquoi l'Afrique du Sud n'a jamais rapatrié les... Ils ont fait volte-face puisqu'ils savent que s'ils rapatriaient ces avoirs, ça allait déstabiliser l'économie sud-africaine. Donc, si l'Afrique du Sud, en tant que principale économie en Afrique aujourd'hui, veut, on peut financer INGA sans passer par la France. Pour moi, le fait qu'il est allé d'abord en France, essayer de chercher à quémander, tenir un discours propagandiste, pour moi, ça ne m'inspire pas confiance. Puisque je vais donner un cas pratique, c'est le barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui a été financé à 4,7 milliards de dollars par les Éthiopiens de la diaspora, et à presque 60%, et ceux du pays à 20%, et l'État aussi à peut-être 10%. Donc, les barrages de la Renaissance éthiopien, l'année prochaine, en 2024, va produire 3000 mégawatts d'énergie. Ça veut dire qu'on peut financer INGA avec les fonds propres. Si l'Afrique du Sud est sincère et qu'elle veut s'associer, aujourd'hui, il y a des délestages en Afrique du Sud. Il y a suffisamment de délestages plus importants même que ce qui se passe en RDC. Donc, pour moi, je pense que Ramaphosa, c'est un commerçant. Il faut le savoir. Donc, il vise d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Congolais, et vous verrez que ça ne va pas se réaliser. Donc, il est venu en balade, de santé. Mais Ashka, si tu me permets, je voulais dire un petit mot sur, parce que j'avais suivi un débat sur le poursuite éventuelle contre John Numbi. Oui, je voulais dire juste un petit mot, c'est que John Numbi aujourd'hui est un déserteur, et la désertion en droit du travail constitue une condition de résiliation du contrat.
Si nous sommes dans le cadre d'un contrat de travail normal, dans une entreprise normale. Mais dans le cadre de l'armée, la désertion constitue une infraction punissable jusqu'à 20 ans de servitude pénale. Et lorsqu'un militaire, par exemple, si la désertion intervient dans un contexte de guerre, par exemple, si c'est un militaire qui désertait à partir du front, il peut être condamné à perpétuité. Donc, j'évoque ces éléments pour situer nos téléspectateurs qu'il n'y a pas un problème de grade qui se pose en ce qui concerne la poursuite de John Numbi. Je l'ai dit parce que cette émission a un caractère pédagogique, puisque John Numbi n'est plus un militaire. Donc, du point de vue de la loi, le fait qu'il est un déserteur, et il n'est plus un militaire, et par conséquent, il ne peut pas faire prévaloir son grade aujourd'hui. Ça veut dire que même vous, qui nous suivez, si vous les rencontrez, s'il vous voyez, il peut vous fuir, puisqu'il s'est dit que vous pouvez l'arrêter. C'est-à-dire qu'il aura peur de vous, et vous risquez aussi d'avoir peur de lui, alors que lui, il a peur de vous aussi. Ouais. D'accord, merci beaucoup Eric Mwamba. Alors, pour terminer cette émission aujourd'hui, peut-être une conclusion par rapport à tout ce que nous avons évoqué dans cette émission. Et nous avons parlé de Ramaphosa qui est à Kinshasa, nous avons parlé de la sortie médiatique du président de la République et en même temps de ces bandits ou l'insécurité qui a même provoqué aujourd'hui l'absence d'organisation des Jeux olympiques à Kinshasa. Alors, je voudrais de la francophonie, je voudrais votre conclusion qui va nous permettre d'avoir une idée beaucoup plus claire aujourd'hui et terminer avec cette émission pour aujourd'hui. Alors, comment vous allez conclure tous les messages, tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui? Bon, je pense qu'il faut que le peuple congolais puisse s'approprier le combat d'émancipation. On ne peut pas faire prévaloir la souveraineté et en même temps conditionner sa détermination par rapport à ce que les autres pensent. Vous pensez que pour construire les infrastructures, il faut organiser les Jeux de la francophonie, alors qu'il y a des infrastructures qu'on voit qui sont en train de se construire comme l'hôpital général, comme les marchés centraux, comme des écoles. J'apprends à nos téléspectateurs que moi, je suis initiateur du projet sur le développement local des 145 territoires dans la partie entrepreneuriat et tiers secteur, puisque c'est un projet qui a été initié au départ par le président de la République et qui est piloté par le gouvernement, qui est un projet innovant auquel j'invite tous les Congolais, en particulier les Congolais de la diaspora et ceux du pays, à nous mettre ensemble pour piloter ces projets, investir dans les territoires, puisque les nombreux petits capitaux des Congolais feront que quand nous les mettrons ensemble, ils vont constituer des milliards de dollars, tels que les Éthiopiens l'ont fait en finançant le barrage de la Renaissance à 4 milliards 700 millions. Donc, il faut éviter ces complexes qui consistent à penser que pour faire tout, il faut que la France puisse les valider, il faut que l'Afrique du Sud puisse nous dire ce que nous faisons, il faut que la Banque mondiale puisse le faire. Il faut éviter de penser qu'un investisseur au Congo est un Japonais ou un Canadien. Un investisseur au Congo, c'est d'abord un Congolais. Il doit aller dans son territoire d'origine. Par exemple, à travers notre projet, nous aurons la conférence le 28 octobre 2023 à Rennes, la ville de Rennes en France. Je vous invite à vous joindre. Nous sommes en train de préparer bientôt, il y aura la sortie des formulaires, ainsi de suite. Il y a eu des gens qui m'ont posé la question, comment participer à cette conférence? Nous allons sortir le site internet la semaine qui commence et les gens pourront s'inscrire en ligne. Il y aura des formulaires qui seront mis en ligne, les gens pourront s'inscrire. Moi, j'invite les Congolais à participer massivement pour que nous puissions investir dans notre pays, dans les territoires, que nous puissions créer des banques. Un pays ne se développe pas avec des milliards qu'un Chinois amène dans une mallette ou soit dans une malle. Non, un pays, c'est les grosses sociétés que vous voyez, je ne saurais pas citer leur nom pour ne pas faire leur publicité, les sociétés multinationales
sont des petites sociétés qui ont commencé au niveau de la famille, parfois dans une chambre ou dans le garage, et qui se sont petit à petit internationalisés. D'accord. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Merci pour toutes les informations. Et je rappelle ici que vous avez trouvé beaucoup de Congolais adhèrent à votre décision, à votre proposition d'avoir un régime présidentiel, peut-être pour lire quelques commentaires. Il nous faut un régime présidentiel au Congo pour que le président prenne son pouvoir dans la totalité, sinon il y aura toujours des histoires pour bloquer ici et là. Là, c'est Franck. Mais il y a aussi Banyoka, les renards, qui dit les mandats doivent certainement être de 10 ans au lieu de 5. Nous ne sommes ni la France, ni la Belgique, moins encore des États-Unis qui ont déjà construit leur pays. Alors, vous avez beaucoup de personnes qui adhèrent à votre proposition. On en parlera tout plus tard. Ça, c'est très important. Juste un mot, vous voyez, en France, il y a eu, les mandats étaient d'abord de 5 ans, on l'a ramené à 7 ans, on est revenu à 5 ans. Mais je suis 100% d'accord avec cette analyse. C'est très important parce que tous ces pays, ces vieux pays, ont construit leurs infrastructures pendant la période de monarchie, pendant la période où il n'y avait pas la démocratie. J'insiste qu'un pays se démocratise quand il se développe. Donc, on le dit en sociologie politique. Toute société qui se développe a tendance à se démocratiser. C'est un mensonge de penser que la démocratie va nous amener le développement. C'est un mensonge auquel il faut mettre fin. D'accord. Merci beaucoup, Eric Mwamba, pour toutes ces explications. Et merci à tous les auditeurs. Je pense qu'Eric, merci. Vous êtes déjà le mardi en Australie. Nous sommes le mardi, 7h du matin. Je vous laisse. On a commencé cette émission à 5h, heure d'Australie. Merci. Je vous laisse encore maintenant vous occuper des activités de la journée. Ça sera encore un plaisir de vous recevoir prochainement, toujours dans cette émission. Merci d'avoir été de notre aujourd'hui. Eric Mwamba, et bonne soirée, bonne journée en Australie. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est la fin pour aujourd'hui. Dans ces nouveaux numéros que vous avez suivis avec beaucoup d'attention, plusieurs sujets ont été abordés et vous avez sûrement eu des réponses à vos questions. Et si vous n'êtes pas satisfait, commentez-nous dans cette émission. Dites-nous votre avis par rapport à tout ce que nous avons raconté aujourd'hui et nous reviendrons toujours pour vous amener de réponses. Alors, c'est aujourd'hui, donc c'est parti pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de liker cette émission et pourquoi pas de partager cette émission. Et avec tout plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Et prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre
bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ces produits est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435 243 2318. Laissez votre nom et adresse. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to mpe soki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimfundu leki ya mama na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui est $15 000, mais bah y a bien place moi que moins cher. Bon, yo le bakini. C'est le permis de Moi, ils ont que nazo bakisalo misato. Moi je suis tonton Chivundo, papa Chivundo, oncle Chivundo. Yo le bakini. 2005. Muke, eza muke. Na obeto mata. Nazongi kisasa ndako emonana te. Ata terrain ya pamba na mona te. Noko Chimfundu ameli ngai ngo. Alors tango kanda e matinga ipende na kangisa Noko Chimfundu. Nazwi solution. MB Assistance Immobilière. Vous voulez être propriétaire de maison à Kinshasa et partout en RDC sans stress de construction et sans être roulé? C'est simple. Souscrivez dès maintenant, moyennant paiement de $300 par mois et après 10 ans, Nyongo Sili ou commis propriétaire. Nkolo Lupango. Mais tu peux aussi occuper ta maison avant la fin du crédit. Pour tout contact, agence MB Assistance. Dans MB Assistance Immobilière, Bissonioso Fongola na Maboko, Nkolo Lupango. Avec MB Assistance Immobilière, clé à la main, tous propriétaires. Nelson Nyanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama